une affaire terrible qui se passe dans notre pays. Personne dans les médias n'a envie de faire remonter à la surface l'existence de ces horreurs en France. Je ne fais pas du baratin à partir d'impressions comme beaucoup le font toute la journée sur des plateaux de télévision sans savoir de quoi ils parlent. Il est avéré que des enfants ont pu être jetés dans la gueule du loup, être témoins de crimes commis contre des enfants, y compris dans des souterrains. Et je peux vous dire qu'effectivement, il se passe des choses horribles. Bonjour Jacques Thomay. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes journaliste, vous avez passé plus de 30 ans à l'agence France Presse, donc vous avez notamment été le correspondant aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, avant de revenir à Paris pour exercer les fonctions de rédacteur en chef. Vous avez aussi écrit plusieurs livres d'enquête, notamment sur l'affaire Ingrid Betancourt, mais aussi sur l'affaire Outreau et la pédocriminalité. Nous allons revenir aujourd'hui sur votre dernier ouvrage, publié il y a quelques semaines aux éditions Faber, et intitulé « La pédocratie à la française, la chute des intouchables ». Donc dans ce livre, vous exposez les résultats de 10 années que vous avez passées à enquêter sur la pédocriminalité en France, et vous dénoncez entre autres l'omerta qui règne à ce sujet dans les médias, les dysfonctionnements judiciaires et l'impunité dont bénéficient bon nombre de prédateurs sexuels et de pédocriminels, notamment appartenant aux élites. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre et est-ce que vous avez eu du mal à trouver un éditeur? L'origine principale de ce livre, c'est l'affaire d'Outreau, parce qu'il y a 10 ans, j'ai publié un livre qui s'appelle Retour à Outreau, et qui dénonçait justement le scandale, mais pas celui tel qu'il a été présenté par les médias. Le vrai scandale, c'est un véritable drame qu'ont connu les enfants victimes de viol ou d'inceste à Outreau. Et je me suis aperçu à cette occasion que ce n'était pas seulement les enfants d'Outreau qui étaient victimes, mais des centaines de milliers d'autres, à partir de tous les contacts que j'ai eus par des mères d'enfants qui m'ont appelé sur Internet, par téléphone, par email, pour me raconter le drame qu'elles vivaient et surtout dont souffraient leurs enfants victimes d'inceste ou de viol. Donc, mes enquêtes se sont poursuivies et finalement, lorsque j'ai vu que enfin l'affaire de Gabriel Matzneff, ce scandaleux pédocriminel qui était toujours en liberté alors qu'il a écrit des livres absolument scandaleux en faveur de la pédocriminalité, puisqu'il avouait lui-même coucher avec des enfants, y compris de 8 ans, je me suis décidé à faire une synthèse de tout ce que j'avais connu comme drame pour le relater, et y compris pour analyser tout ce qui provoque et qui maintient cette horreur aujourd'hui en France. Et quand on sait que sur 100 Français, 10 avouent avoir été victimes de inceste ou de viol pendant son enfance, ça veut dire que plus de 6 millions de Français aujourd'hui ont souffert d'un inceste ou d'un viol lorsqu'il a eu moins de 15 ans. Et c'est d'autant plus grave que les chiffres prouvent également que plus de la moitié, plus de 50% de toutes ces victimes ont fait au moins dans leur vie une tentative de suicide. Donc c'est un véritable pédocile, tel que je l'appelle, dont souffre la France. Et j'y dénonce dans ce livre également tous les dysfonctionnements
pour employer un euphémisme, lorsqu'il s'agit de le combattre, que ce soit d'une complicité passive jusqu'à des complicités actives dans tous les secteurs de la société, que ce soit dans l'aide sociale à l'enfance, dans les secteurs médicaux, dans les secteurs de la justice, au niveau de la presse et au niveau politique. Et alors, est-ce que vous avez eu du mal à trouver un éditeur pour ce livre? Ah ben oui, ça a été comme pour le premier livre Tour à Outreau. J'ai écrit à tous les principaux organes d'édition, y compris ceux qui ont édité dans le passé Matzneff et toutes ses horreurs, qui ont édité également d'autres victimes, mais aucun n'a daigné répondre à mes demandes d'édition. J'ai envoyé mon manuscrit à une vingtaine d'éditeurs encore une fois, et c'est heureusement les éditions Faber qui ont accepté de sauter le pas et de méditer. Alors, dans votre livre, vous évoquez la complaisance dont certains médias et intellectuels ont fait preuve à l'égard de la pédophilie après mai 68. Une complaisance qui a même pu parfois aller jusqu'au soutien, voire à la promotion, notamment dans les colonnes du quotidien Libération dans les années 70. Vous écrivez notamment que l'intelligentsia de gauche aura ainsi fait office d'accélérateur de particules pédophiles. Quel regard est-ce que vous portez sur la façon dont les médias traitent le sujet de la pédocriminalité aujourd'hui? Est-ce que vous estimez qu'ils font correctement leur travail? Pour répondre simplement, je dirais non. Évidemment, lorsque le livre de Camille Kouchner est sorti, les médias en ont parlé. Pourquoi Camille Kouchner, fille de Bernard Kouchner, l'ex-ministre, ex-président de Médecins sans frontières, Camille Kouchner, épouse du président du directoire du journal Le Monde, tout ça fait qu'il y a eu une grande publicité. Mais à part cette spécialité, pour mon livre, ça a été l'omerta totale. Et d'ailleurs, à part quelques médias dont vous faites partie, à part Sud Radio et François, aucun des gros médias que j'ai pu contacter, puisqu'ils l'ont tous été, n'a daigné donner suite et m'inviter sur les plateaux de télévision ou pour parler dans leurs journaux ou dans leurs hebdomadaires. C'est d'autant plus regrettable que j'ai obtenu récemment, pas plus tard que le 15 juin dernier, une information exclusive concernant un coup de théâtre dans l'affaire d'Outreau. Et ça, je vais vous le raconter parce qu'aucun média, seul François en a parlé par la suite dans un article que je leur avais envoyé. Il s'agit donc de Franck Lavier, l'un des 13 acquittés des procès d'Outreau. Eh bien, Franck Lavier, en 2016, a été à nouveau mis en examen pour viol d'une de ses filles mineures. Et donc, 5 ans après, j'ai appris qu'il allait être enfin jugé. Et le problème, c'est que normalement, il devrait être jugé aux assises, puisque le viol est un crime. Or, j'ai obtenu le texte des réquisitions du procureur de Boulogne-sur-Mer qui nous indique qu'il a requis la correctionnelle. Il y a une difficulté réelle à comprendre pourquoi l'accusé, finalement, ne sera pas jugé par les assises comme tout un chacun. Le terme exact, c'est du procureur. Nous avons décidé en opportunité de déclarer que ce ne sont que des violences sexuelles, en opportunité. Alors, cette expression, évidemment, a provoqué une grande surprise, pas seulement chez moi, mais y compris chez les magistrats. Et un haut magistrat que j'ai interrogé à ce sujet m'a dit en opportunité, ça veut dire on fait ce qu'on veut. C'est quand même terrible aujourd'hui d'apprendre que
il y a d'un côté une loi et de l'autre côté que des magistrats peuvent faire ce qu'ils veulent à partir d'une accusation de viol qui devient soudainement un délit correctionnel. Alors, vous revenez assez longuement, effectivement, dans votre livre sur l'affaire Outreau, que vous connaissez bien, puisque vous avez écrit un livre à ce sujet en 2013 et vous avez notamment dépouillé les 3000 codes judiciaires du dossier. Alors, dans votre livre, vous évoquez un Hiroshima de l'enfance. Vous soulignez notamment que depuis 2005, les avocats de prédateurs sexuels utilisent souvent le verdict de Paris pour l'ensemble des accusés afin de dénigrer la parole des enfants victimes. Donc, on rappelle peut-être qu'en 2005, à l'issue du second procès qui s'est déroulé à Paris, les 6 accusés ayant fait appel du verdict rendu par la cour d'assises de Saint-Omer en 2004 ont été acquittés. Alors, en quoi pour vous l'affaire Outreau constitue-t-elle un Hiroshima de l'enfance, comme vous l'écrivez? Quel impact est-ce qu'elle a eu sur les procès d'affaires pédocriminelles qui ont eu lieu depuis? C'est simple. Il y avait à Outreau 18 enfants qui avaient été victimes de viol et qui donc étaient en procès contre les adultes qui avaient abusé d'eux, contre des membres de leur famille et contre des personnes extérieures à la famille. Et il y avait de l'autre côté 18 accusés. Or, tout a commencé avec l'installation des prévenus dans la salle du tribunal. Tous les accusés se trouvaient installés confortablement dans la salle, à côté des journalistes, à côté de leurs avocats, alors que les enfants, eux, étaient placés dans le box des accusés. Vous imaginez le contexte où l'enfant qui a été victime toute son enfance se retrouve comme si c'était lui le criminel. Et non seulement il y a eu ce contexte physique, mais également la situation horrible dans laquelle ils se sont trouvés lors de leurs auditions, j'allais dire, leurs interrogatoires, parce que il s'est passé des choses horribles. On a vu, par exemple, Maître Dupond-Moretti, devenu depuis garde des Sceaux, s'en prendre pendant près de 6 heures à une gamine qui a fini par faire pipi sur elle tellement elle a été terrorisée par l'agression de cet avocat qui également, vis-à-vis d'autres enfants, s'est conduit de façon éhontée, ainsi que d'autres de ses collègues qui ont traité de mythomanes, de menteurs des enfants, devant le silence total tant de l'avocat général que du président des assises, qui aurait dû immédiatement remettre à leur place les avocats pour un tel traitement. Ces avocats Delarue, Berton, Lejeune n'ont pas eu une conduite correcte vis-à-vis de ces enfants qui souffraient dans leur chair déjà des abus dont ils avaient été victimes, mais qui se retrouvaient ainsi jetés en pâture face aux insultes des défenseurs des accusés. Donc, vous comprenez que tout était, pour ainsi dire, joué d'avance. Ensuite, la presse n'a fait que relater le point de vue de la défense, se jetait micros et caméras devant les Dupond-Moretti, Berton, Delarue et compagnie à chaque sortie de séance pour leur demander leur avis, évidemment, qui était favorable aux accusés, alors que de l'autre côté, les pauvres enfants n'avaient que 2 malheureux avocats qui n'intervenaient pas et qui ne demandaient même pas à leurs collègues de se taire et de respecter leur protégé, leur petit client. Et donc, dans un tel contexte, vous imaginez bien qu'il devenait difficile de faire basculer la situation en faveur des enfants. Ces mêmes enfants, alors que les acquittés étaient reçus après leur acquittement
à l'Élysée, n'ont jamais été reçus ni par le président Sarkozy, ni par le président Hollande, alors qu'ils avaient demandé à l'être avec leurs avocats. Cette situation est totalement incompréhensible. En plus, les assises ne se sont pas déroulées de façon correcte à aucun moment. Quand vous voyez à la fin des assises de Paris en 2015, le procureur général Yves Bott venir s'installer à la barre des témoins à la fin des plaidoiries et avant même que les jurés se retirent pour décider du verdict, voir ce procureur général dire nous présentons nos regrets aux accusés, ils sont innocents, nous leur présentons nos regrets. Vous imaginez bien que tous les jurés, quand ils rentraient dans leur famille, parce qu'en France, les jurés ne sont pas isolés dans un hôtel comme aux États-Unis ou ailleurs, quand ils rentraient chez eux, ils voyaient les journaux télévisés avec ce procureur général devant la barre énoncer de telles horreurs. Évidemment, ça ne pouvait qu'influencer. À partir de ce moment-là, on pouvait s'attendre qu'il y ait une réaction forte de la magistrature. Elle l'a été verbalement de la part de certains magistrats, mais sur le fond, aucune mesure n'a été prise. Tous les magistrats de haut niveau que j'ai consultés à ce propos m'ont dit que M. Yves Bott, ce procureur général, aurait dû être immédiatement sanctionné, aurait dû faire l'objet de poursuites devant le Conseil supérieur de la magistrature. Vous croyez que ça a été le cas? Mais pas du tout. Il a été nommé ensuite avocat général à la Cour européenne de justice de Luxembourg avec un salaire mirifique à la clé. Vous comprenez que dans cette situation, il y a quelque chose qui cloche. Alors que dans le premier procès, l'une des accusées, Madame Badawi, la mère des enfants de lait, Myriam Badawi, annonce que vous, les accusés, vous êtes innocents. Le lendemain, vous avez le journal Le Monde, alors que le procès ne fait que commencer, qui annonce la pauvre vie des innocents d'Outreau. Mais alors qu'une semaine plus tard, elle revenait en arrière pour dire oui, ils étaient bien coupables. Toute la presse a embrayé pour dire ils étaient innocents. Tout était joué d'avance en faveur des accusés et aux dépens des enfants, encore une fois, qui étaient considérés comme des menteurs, alors que tous les psychiatres, les psychologues qui ont vu les enfants, dont Madame Marie-Christine Grison, experte à la cour d'appel de Douai, qui a reçu tous ces enfants, qui a assisté à leur témoignage peu après leur plainte, qui a vu l'un des enfants de lait tétanisé pour raconter, sans qu'elle les induise à parler, à raconter comment l'un d'eux a découvert sous son lit une enfant qui avait été tuée par son père. Vous imaginez que ça, un enfant de 4 ans ne peut pas inventer de telles choses. Or, ces enfants ont été traités de menteurs. À propos de ces enfants tués, il faut quand même qu'on en parle parce que personne n'en parle dans ces affaires d'Outreau. Il y a eu des enfants qui ont été tués. Aucune enquête sérieuse n'a été faite. Le dossier, à partir de ces accusations concernant des enfants morts, a été disjoint du principal dossier sur les accusations de viol. Et je peux vous dire que dans mon enquête, comme vous dites, que j'ai faite de A à Z, où j'ai épluché les 30 000 pages du dossier, je n'ai trouvé nulle part une indication que le juge qui était chargé d'enquêter sur ces meurtres présumés n'a fait une seule audition, aucune audition. Donc un non-lieu a été rendu sans qu'une audition n'ait été, ni aucune confrontation n'ait eu lieu. C'est quand même gravissime. Vous évoquez effectivement à plusieurs reprises le comportement
d'Éric Dupond-Moretti à l'époque des procès, donc qui défendait les accusés, enfin un des accusés. Vous dites qu'il a gagné ses galons d'orateur, entre autres, sur le dos courbé des petites victimes. Quel regard vous portez sur l'action d'Éric Dupond-Moretti en tant que garde des Sceaux aujourd'hui, notamment dans le cadre de la loi qui vise à protéger les mineurs des crimes et des délits sexuels et de l'inceste, qui a été adoptée au mois d'avril 2021? Ah mais, si je suis autant sévère à l'égard de l'attitude de Dupond-Moretti pendant les procès d'Outreau, c'est pour mieux être, disons, soulagé par l'action qu'il a eue effectivement avec la majorité dans le vote de cette mesure qui effectivement était réclamée par toutes les ONG, par toutes les associations de défense de l'enfance et qui désormais punit les parents ou les personnes, les adultes, tout parent, tout adulte qui commet un viol sur un enfant de moins de 15 ans, parce que jusqu'alors, il fallait démontrer qu'il y avait eu surprise ou violence, et donc beaucoup d'accusés justifiaient de ce qu'ils appelaient le consentement de la victime pour tenter d'échapper à une peine d'emprisonnement et en y réussissant. Souvent, maintenant, ce n'est plus le cas. Tout adulte qui viole ou qui commet un inceste sur un enfant de moins de 15 ans est automatiquement poursuivi et accusé de viol. Il n'y a plus de consentement que l'on puisse annoncer pour profiter d'un éventuel sursis. Alors, dans votre ouvrage, vous écrivez pourtant que 90% des crimes sont des affaires de viol, donc passibles des assises, mais renvoyés pour 90% d'entre elles devant les tribunaux correctionnels. Vous ajoutez que les procédures y sont rapides, et s'ils n'échappent pas à la prison, les auteurs d'agressions sexuelles s'en tirent dans leur immense majorité avec de faibles peines. Et vous poursuivez en disant que pour relater les exemples de mansuétude judiciaire face à la pédocriminalité, un livre ne suffirait pas. Comment est-ce que vous expliquez cette mansuétude judiciaire à l'égard des pédocriminels? Il faut dire qu'il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les secteurs de la société, il y a une certaine indifférence ou complicité passive ou complicité active avec les pédocriminels. Donc, on peut justement se poser, avec juste raison, la question sur des cas très précis. Je cite souvent l'affaire de Jacques Sviklinski, cet ophtalmologue de Marseille, qui a violé sa fille et puis sa nièce, Jessica. Ce dossier, je l'ai parfaitement bien suivi. Cet homme a d'abord été condamné à 12 ans de réclusion en 2012. Il a fait appel. Lorsqu'il est arrivé en appel en 2017, il s'est fait passer pour malade et il a obtenu de sortir de prison après une caution de 300 000 euros. Ensuite, il a été assigné à résidence en Corse, dans l'un de ses domiciles en Corse. Il se fait que des détectives privés ont retrouvé sa trace à Marseille en train de courir allègrement vers sa loge maçonnique, alors qu'il avait interdiction de sortir de Corse. Des photos ont été prises, envoyées à la justice. Normalement, il aurait dû être aussitôt incarcéré, il ne l'a pas été. Il a été simplement mis en détention pendant 2 jours avant d'être relâché avant son procès de 2019, où là, il a écopé carrément de 15 ans de réclusion criminelle. Enfin, les victimes ont pensé qu'elles pouvaient commencer leur résilience, c'est ce qu'elles m'ont écrit et dit. Et par contre, il y a 3 mois, elles m'ont appelé pour me dire c'est pas du tout ce qui se passe.
à la suite d'une lettre écrite par trois médecins marseillais de sa connaissance. Apparemment, il était de nouveau malade. La justice a décidé de le libérer sous contrôle judiciaire à Marseille. Et donc, il est tranquillement devant sa télévision dans son appartement de Marseille, et, alors qu'il devrait purger une peine de 15 ans de prison. C'est l'un des nombreux exemples que l'on peut citer. Ils sont légion. Et puis, il y a tous ceux qui bénéficient de la prescription. Vous comprenez? Vous avez en dernier lieu, on a Jean-Michel Bellet, ex-ministre, qui a été accusé par une adulte de l'avoir violée lorsqu'elle était enfant. Mais c'est prescrit, ça s'est passé au-delà de la date. Maintenant, la prescription est de 30 ans après la majorité. Mais moi, comme beaucoup d'associations de défense de l'enfance, j'estime qu'on devrait adopter, que le Parlement devrait adopter une totale imprescriptibilité. Ça a été le cas aussi pour Olivier Duhamel, qui vient d'obtenir la prescription, donc de ne pas être poursuivi pour les viols qu'il a commis sur le frère jumeau de Camille Kouchner. Ça a été le cas aussi de Christophe Girard, l'adjoint à la culture de Madame Hidalgo à Paris. Prescription, et ainsi de suite. C'est absolument anormal. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut laisser passer les choses, le temps est long, puis il risque d'y avoir des injustices. Mais je regrette quelqu'un qui ose aller porter plainte quand on sait les difficultés qu'on éprouve à faire aboutir sa requête en justice en France. Les gens ne s'amusent pas ainsi à faire des procédures. Donc, c'est qu'ils souffrent parce que toutes ces victimes souffrent toute leur vie. C'est ce que je dis. Le viol, c'est un meurtre psychique. Ce n'est rien d'autre. Toute la vie, il y a une dissociation qui se fait dans l'esprit, dans l'âme des victimes pour justement mettre dans un coin de la tête toutes les souffrances. Mais souvent, ce rejet remonte à la surface des années après. C'est ce qu'on appelle ce retour des souffrances traumatiques à l'âge adulte. J'ai vu dans des réunions que j'avais faites dans le sud de la France après la sortie de mon premier livre, des dames d'une cinquantaine d'années avouer en public, en larmes, que ça faisait seulement quelques mois qu'elles venaient de prendre conscience que leur souffrance à vivre qu'elles éprouvaient depuis leur enfance, c'était à cause du viol qu'elles avaient subi de la part d'un proche ou d'un père. C'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique, hein, c'est ça? Oui, c'est le mot que je cherchais, l'amnésie traumatique. C'est Muriel Salmona, une psychiatre, une spécialiste de cette analyse. Et d'ailleurs, c'est l'un de ses livres, Muriel Salmona, qui a décidé justement, Camille Kouchner, à écrire le livre qui a provoqué la chute d'Olivier Duhamel. Alors, il y a 3 ans, l'avocat pénaliste Marie Grimaud, qui a représenté l'association de protection des enfants Innocence en danger dans le cadre de plusieurs affaires liées à la pédocriminalité, déclarait sur l'antenne de RMC que la France était, je cite, l'Eldorado des pédophiles. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Évidemment, un Eldorado, il y en a beaucoup d'Eldorado. Hein. Il y a partout des pédocriminels. Ce dont on souffre, c'est plutôt d'un Eldorado provoqué par l'inaction, justement, de la répression contre les pédocriminels, c'est-à-dire des forces de l'ordre et de la magistrature, dont l'action est bien loin d'être suffisante pour mettre un terme, sinon mettre un terme, du moins combattre férocement les déviations de ces malades mentaux. Dans votre livre, vous écrivez « Aucun adulte n'ignore l'existence d'abus sexuels sur mineurs, mais l'immense majorité préfère regarder ailleurs, car c'est trop sale, sans en imaginer l'ampleur. » Est-ce que finalement, ceux qui préfèrent regarder ailleurs
les citoyens qui se désintéressent du sujet et refusent d'en entendre parler n'ont pas aussi une part de responsabilité? C'est-à-dire, est-ce que cette indifférence n'est pas aussi un des éléments qui permet aux pédocriminels de continuer à perpétrer leurs sévices finalement? Est-ce que si l'opinion publique se saisissait de cette question et exerçait une pression, ça n'inciterait pas aussi les milieux politiques et judiciaires à agir avec davantage de fermeté? Absolument, je suis absolument d'accord avec votre remarque. Et je la ressens même profondément parce que, bon, je cache pas que souvent j'ai eu envie d'abandonner face justement à cette indifférence totale du public. La preuve, il m'a fallu me battre pour être édité pour mon premier livre, pour mon second livre, alors que c'est une affaire terrible qui se passe dans notre pays. Mais il est bien certain que s'il y avait une action solidaire des Français, il y aurait moins d'horreurs telles que celles qu'on voit. Mais je ne désespère pas que finalement il y a un changement d'attitude. Vous me parliez de l'Eldorado. Vous avez des pays comme que je connais bien, puisque je connais toute l'Amérique du Sud et du Nord, où j'ai travaillé pour l'agence France Presse. Vous avez actuellement un président féroce de gauche au Nicaragua, Daniel Ortega, qui n'arrête pas de se faire réélire, contrairement à la Constitution, donc il viole la Constitution. On n'entend pas la France insoumise ou d'ailleurs aucun parti protester contre la situation. Il s'avère que si ce Daniel Ortega est en train de se maintenir au pouvoir et de brutaliser et sanguinairement ses opposants, parce que je vous signale que depuis 3 ans maintenant, on compte les morts par centaines dans les actes répressifs de son gouvernement. Cet homme a commis des viols sur sa belle-fille qui s'appelle Zoila America. J'ai tout un dossier là-dessus. Elle a même porté plainte, elle a porté plainte devant la commission des droits de l'homme de l'Organisation des États américains. Et rien ne se passe. Pourquoi? Il ne peut pas le juger tant qu'il est chef d'État. C'est pour ça qu'il se maintient au pouvoir. Donc, vous avez la situation en Angleterre du prince Andrew, très ami du pédocriminel Jeffrey Epstein, qui est mort dans sa cellule en juillet 2019 et qui était l'ami également de plus d'une centaine de Français qui sont enregistrés dans son fameux carnet noir et qui devraient normalement faire l'objet d'une enquête, puisque une enquête a été ouverte après la mort de Epstein par le parquet de Paris. Donc, vous voyez qu'il y a, si c'est un Eldorado, il y a beaucoup d'Eldorado ailleurs également. Mais donc, j'insiste aussi, c'est qu'en France, il faut absolument qu'il y ait un retournement dans l'attitude de la justice vis-à-vis des situations catastrophiques que vivent des victimes. Vous évoquiez l'affaire Epstein tout à l'heure. Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de Jean-Luc Brunel, donc ce proche du milliardaire qui a été arrêté en France en décembre 2020 et mis en examen pour viol sur mineur et harcèlement sexuel. Alors, est-ce que vous avez un peu enquêté aussi sur cette affaire-là? Est-ce que vous pensez que les investigations en cours concernant les ramifications françaises de l'affaire Epstein vont peut-être précipiter la chute d'autres intouchables dans l'Hexagone? Eh bien, c'est ce qu'on peut espérer, d'autant plus, comme je disais tout à l'heure, qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Paris sur les éventuelles complicités de Jeffrey Epstein en France. Et la preuve en est que la police a arrêté à l'aéroport d'Orly Jean-Luc Brunel en décembre dernier, alors qu'il s'apprêtait à s'enfuir au Sénégal. Donc, mais la question, c'est qu'en est-il de cette enquête? Or, là encore, aucun média
ne s'intéresse à ce qu'il se passe à ce sujet. Est-ce que Jean-Luc Brunel, qui avait été à l'époque mis en examen et incarcéré, est-il toujours détenu? Qu'en est-il? Y a-t-il eu d'autres auditions? On n'en sait rien. Alors qu'il y a, comme je vous le disais, exactement 165 noms de Français ou de personnalités venant en France qui étaient dans le carnet de noir de Jeffrey Epstein. Et donc, parmi eux, je peux vous dire que c'est du beau monde, y compris le vice-président du club Le Siècle, dont Olivier Duhamel était le président. C'était évidemment des gens qui étaient également invités avenue Foch dans le superbe appartement de Jeffrey Epstein lorsqu'il venait en France. D'ailleurs, il arrivait de Paris lorsqu'il a été arrêté à son arrivée à l'aéroport près de New York dans son avion personnel, son Boeing 727. Il arrivait de France et quelques semaines auparavant, il venait d'assister au trentenaire du 30e anniversaire de la pyramide du Louvre, sur l'invitation d'ailleurs de Jack Lang, qui était un ami de Jeffrey Epstein, puisqu'il avait dîné chez Jeffrey Epstein, ainsi qu'il l'a connu. D'ailleurs, une organisation d'amis de Jack Lang avait reçu une subvention de 60 000 € de Jeffrey Epstein. On n'a jamais su exactement pourquoi. Jack Lang a affirmé qu'il s'agissait de faire un film. En fait, de film, il n'y a jamais eu de pellicule, rien du tout. Dans votre ouvrage La pédocratie à la française, la chute des intouchables, on trouve aussi un sous-chapitre intitulé Le procès en hérésie de Martine Bouillon. Alors, Martine Bouillon, c'est une magistrate qui a été substitut du procureur de la République de Bobigny et qui avait expliqué le 27 mars 2000 sur le plateau de France 3, après la diffusion du reportage télévisé Viol d'enfants, la fin du silence, dans le cadre d'une émission présentée par Élise Lucet, qu'elle avait eu connaissance d'un charnier d'enfants en région parisienne et qu'elle ne pouvait pas en dire plus car il y avait une instruction en cours. Alors, à la suite de ces déclarations, elle avait fait l'objet de poursuites disciplinaires par le Conseil supérieur de la magistrature, qui avait été saisi par le garde des Sceaux de l'époque, Madame Elisabeth Guigou. Les investigations effectuées n'ayant pas permis de trouver la trace d'une procédure en cours relative au charnier évoqué, Madame Bouillon avait été frappée d'une sanction, elle avait été déplacée. Ce que vous révélez dans votre livre, c'est que parmi les membres du Conseil de la magistrature qui ont statué sur le cas de Madame Bouillon à l'époque, l'un d'entre eux a été mis en examen et condamné quelques années plus tard pour détention d'images et de vidéos pédopornographiques, puis radié de la magistrature. Alors, plus récemment, en 2020, un magistrat occupant la fonction de vice-président du tribunal judiciaire de Dijon, où il coordonnait le pôle des affaires familiales, a lui été mis en examen pour corruption de mineurs et provocation non suivie des faits à la commission de crimes de viol et de délits d'agression sexuelle, après avoir proposé à des personnes sur Internet d'avoir des relations sexuelles avec sa fille de 12 ans. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de pourri dans la magistrature, selon vous, ou est-ce que le fait que l'on y trouve aussi des pédocriminels est finalement le reflet d'une déviance qui atteint toutes les strates de la société ? Oui, cette déviance touche toutes les strates de la société, bien évidemment. Et on le voit, je ne pourrais pas ne pas vous citer encore l'exemple de Joël Le Squarnec, ce médecin chirurgien qui a été finalement arrêté en 2019 après avoir quand même violé plus de 340 enfants sur leur lit d'hôpital dans l'ouest de la France, et notamment à Quimperlé. Vous comprenez? Et là aussi, vous voyez que tous les secteurs sont concernés. Tous les secteurs, s'ils ne sont pas des violeurs, sont au moins complices. Et que je sache, dans le code pénal, il existe la complicité de non-dénonciation, la culpabilité pour non-dénonciation de crime. Or,
lorsque ce Joël Le Sguarnec, en 2005, est déjà victime est déjà condamné à du sursis pour les détentions d'images pédopornographiques, il ne se passe rien pour lui, il continue d'exercer. Mais l'un des psychiatres, directeur du comité d'établissement, Thierry Bonvalot, s'aperçoit que ce type n'est pas clair, que ce collègue n'est pas clair, et il lui dit, tu as une attitude que je ne comprends pas, là tu viens de partir en urgence, tu t'es sauvé alors que tu étais en train d'opérer un enfant, c'est très bizarre, et donc il le soupçonnait d'actes malveillants à l'égard d'enfants, et il lui demande de démissionner. Et ce Toubib Le Sguarnec dit non, non, je ne démissionnerai pas. Ce psychiatre Bonvalot donc, a alerté l'association de l'enfance, le maire de Quimperlé, le conseil de l'ordre des médecins, le conseil départemental, c'est-à-dire que toutes les autorités ont été saisies. Que s'est-il passé? Rien. Il a continué d'exercer et il n'a arrêté, ça s'est passé en 2005, il n'a été arrêté qu'en 2019. Je peux vous dire que l'enquête a été faite, eh bien, il a perpétré 65 autres viols entre la date où il aurait dû être détenu en 2005, compte tenu de ce qui s'était passé, et 2019, 65 enfants donc, ont été victimes à nouveau de viols. Alors, la question se pose, est-ce qu'une plainte va être déposée contre tous les organismes qui ont laissé faire ce pédocriminel pendant 14 années supplémentaires? Alors, vous parlez aussi dans votre livre de l'affaire Zandvoort, un réseau pédocriminel aux ramifications européennes dont la découverte a défrayé la chronique à la fin des années 90. Vous revenez notamment sur l'enquête menée par Serge Garde, journaliste de l'Humanité, et Laurence Beneux, journaliste au Figaro, et vous pointez un certain nombre de dysfonctionnements de la chancellerie et de la justice française qui avaient été saisis à l'époque. Alors finalement, le parquet français avait rendu une ordonnance de non-lieu en 2003, malgré le fait que des familles aient reconnu leurs enfants sur un fichier de la police hollandaise qui rassemblait à peu près 470 photos d'enfants disparus et identifiés à partir d'un CD-ROM pédopornographique retrouvé à Zandvoort. La question des réseaux pédocriminels semble être difficile à aborder en France, où l'accent est souvent mis sur les prédateurs qui agissent de façon solitaire. Aujourd'hui, on a aussi le spectre du complotisme qui plane sur ces sujets. Y a-t-il pour vous une forme de déni de l'existence de réseaux pédocriminels en France? Et qu'est-ce que vous pensez des accusations de complotisme qui sont parfois avancées lorsque le sujet est abordé? Comment faire la part des choses? Ah ben écoutez, dès l'instant où on parle de ces questions de pédocriminalité, on est considéré comme complotiste. Mon livre n'était même pas encore sous les presses des éditions Faber, que l'hebdomadaire d'extrême droite Causeur me traitait de complotiste, sans même avoir lu mon livre, puisqu'il n'était pas encore imprimé. Vous voyez bien. Et évidemment, on touche un problème, une question tellement sensible qu'aussitôt, on est un complotiste. Moi, on ne pourra pas le faire contre moi, puisque je ne me base, je n'ai fait ça que ça toute ma vie avec l'agence France Presse, je ne me base que sur des faits, point final. Je ne fais pas du baratin à partir d'impressions comme beaucoup le font toute la journée sur des plateaux de télévision sans savoir de quoi ils parlent. Moi, je sais de quoi je parle et c'est une horreur. Et je peux vous dire qu'effectivement, il y a des réseaux et on peut en parler. Tout d'abord, je voudrais revenir sur Martine Bouillon. Vous en avez parlé. Il faut quand même rappeler également qu'elle a été poursuivie, déplacée, mais qu'elle a été bien entendu réhabilitée. Qu'ensuite, des charniers d'enfants, il doit bien y en avoir, puisque si vous lisez mon livre, dans les annexes, je raconte les histoires
de 3 témoins avec qui j'ai longuement parlé, dont j'ai vu tous les dossiers judiciaires, parce que je ne fais rien sans consulter les dossiers judiciaires et interpeller les avocats, les procureurs ou les juges d'instruction. Et je peux vous dire qu'effectivement, il se passe des choses horribles dans plusieurs affaires dont je parle à la fin de ce livre. Il est avéré que des enfants ont pu être jetés dans la gueule du loup, être témoins de crimes commis contre des enfants, y compris dans des souterrains, dans un lieu en France que je ne dirai pas, mais il a existé en tout cas. Et il s'avère que c'est incroyable que les confessions que m'ont faites ces divers témoins me permettent de conclure qu'elles ont visité le même lieu d'horreur à des périodes différentes à partir des descriptions qu'elles m'ont faites, y compris des cages où se trouvaient détenus des petits-enfants de diverses nationalités. Ces enfants étaient, y compris martyrisés et ensuite tués lors de scènes, disons, horribles, avec des cérémoniaux qui nous font remonter aux époques moyenâgeuses. Donc, il est certain que ces choses-là existent et qu'il faut en parler. Et bon, il est déjà difficile de parler des viols puisque personne ou presque ne veut en entendre parler. Alors là, si on aborde ce sujet, évidemment, on va dire c'est pas vrai. Je regrette, je maintiens que ça existe de la même manière qu'il y a eu des enfants victimes à Outreau, puisque même à Outreau, dans toutes les enquêtes que j'ai faites, l'un des accusés, François Mourmand, celui qui est mort en prison en 2002, donc qui n'a pas pu assister au procès de 2004 ni de 2005, pour un excès médicamenteux, il est décédé en 2002. Eh bien, lui, sa fille a confessé devant la police de Boulogne-sur-Mer, lors de l'enquête, que son père venait de lui dire, alors qu'il rentrait de la Tour du Renard, hein, l'endroit où tout s'est passé à Outreau, tous les viols d'enfants, et qu'une petite fille venait d'être tuée. Comment il aurait pu inventer ça devant sa fille? Ce qui corroborait les témoignages de plusieurs des enfants dont j'ai les dossiers là à côté de moi, qui ont dit également aux policiers qu'ils avaient assisté à des meurtres d'enfants. Donc, vous voyez, ces horreurs existent et malheureusement, beaucoup encore en doutent, mais moi, j'en doute pas du tout. Vous avez à plusieurs fois expliqué que les médias, finalement, ne couvraient pas suffisamment ces affaires de pédocriminalité. Pourquoi, finalement, selon vous, est-ce que les médias ne s'y intéressent pas davantage? C'est quelque chose de sale, donc c'est pas quelque chose qui les intéresse. C'est moins excitant que l'euro de football là qui va reprendre tout à l'heure. Là, évidemment, on va pouvoir en parler pendant des heures, alors que là, parler de saloperies commises sur des pauvres enfants, y compris des nourrissons, parce qu'il faut le rappeler, ces crimes sont commis également sur des nourrissons. Donc, il y a vraiment une réticence. C'est hallucinant. On parlait, pour y revenir tout à l'heure, de l'affaire de Zandvoort, des CD-ROM. La presse s'est pas beaucoup intéressée. Il a fallu Laurence Beneux dans le Figaro et Serge Gard dans l'Humanité, mais le reste n'en a pas beaucoup parlé. C'était une affaire scandaleuse. Sous Elisabeth Guigou, ces deux journalistes vraiment dignes de la profession, eux, ont enquêté, ont révélé qu'il y avait finalement des centaines de milliers, et pas seulement une centaine, de photos d'enfants victimes de viols sur ces CD-ROM retrouvés chez un Néerlandais
Ulbricht. Le CD-ROM a été remis à Madame Guigou, alors garde des Sceaux en l'an 2000. On s'est aperçu par la suite que ça faisait déjà 1 an qu'ils avaient le CD-ROM et qu'ils avaient rendu un non-lieu, comme s'il n'y avait rien à voir. Or, il a été prouvé par la suite que des enfants se sont bien reconnus sur ce CD-ROM, y compris au sein du comité international d'aide à l'enfant dirigé par Georges Glatz à Lausanne en Suisse, que je connais parfaitement et qui m'a beaucoup aidé dans mes actions pour la défense des enfants. Et beaucoup des parents chez cette ONG ont pu consulter les dossiers et voir trouver leurs enfants. Le vice-procureur chargé des mineurs, là il faut en parler, à Paris, au tribunal de Paris, Yvon Talec a eu l'audace à cette époque, face aux images révélées par Laurence Beneux et Serge Garde, de dire que ces enfants, premièrement, étaient sur les photos avec ces enfants, tous des enfants en très bas âge, étaient avec leur accord et l'accord de leurs parents, et d'autre part que ce n'étaient pas des enfants français. Alors, vous imaginez, et voir, apprendre ensuite que l'affaire a été complètement classée. Donc, sans suite, comment ce magistrat peut-il reconnaître sur des photos qu'un enfant est ou pas français? Est-ce que moi j'ai une tête de français ou une tête de Suisse? Vous rendez compte? Donc, c'est hallucinant. C'est avec des constatations pareilles qu'on se rend compte qu'on est loin du compte et qu'aucune enquête là-dessus n'a été faite par la suite par les médias. Je reviens toujours à votre question. Il y a une réticence, il n'y a pas une envie vraiment de traiter ces sujets. Il faut dire qu'il y a quand même un certain suivisme de la presse. Dès l'instant où une autorité déclare une telle horreur, ben, personne ne réagit. Moi, je regrette, il eût fallu réagir face à de tels propos complètement insensés, d'autant plus que plusieurs dizaines de ces photos avaient été réalisées par un certain Jacques Duguay. Donc, oui, parce que Yvon Talec disait qu'il s'agissait de vieilles photos, d'anciennes photos, qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Je regrette, Monsieur Talec, si vous m'écoutez, certaines des photos avaient été faites, vous savez par qui? Ben, vous le savez, par monsieur Jacques Duguay, un pédocriminel notoire qui, en 1979, à 2 reprises, a eu droit à une page d'interview pour raconter des horreurs sur les incestes et les viols d'enfants qu'il commettait. 2 pages dans le journal Libération, propre pédocriminel pendant des années, qui accueillait dans ses propres services un journaliste qui amenait dans les bureaux de Libération un gamin de 10 ans qu'il mettait dans son lit et qu'il violait toutes les nuits, qu'il amenait au bureau de Libération sans qu'aucun journaliste du quotidien ne réagisse face à une telle horreur. Et ce jeune garçon devenu adulte a écrit un livre qui n'a même pas eu l'honneur d'une seule ligne dans le journal Libération, où ce garçon devenu adulte, encore une fois, raconte combien il s'est senti abandonné par la direction du journal, qui n'a jamais pris effet et cause pour lui. Dans votre ouvrage, vous écrivez que les dominos pédocriminels tombent un à un, et de plus en plus vite depuis le scandale du Hamel. Vous ajoutez un peu plus loin: un coup d'État éthique est en train de faire tomber la pédocratie française. Jusqu'ici, les prédateurs se cachaient à la vue de tout le monde, assurés de l'impunité. Désormais, les intouchables qui ne sont pas encore tombés ne sont qu'en sursis. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste quant à la chute des pédocriminels et des prédateurs sexuels français? Est-ce que les affaires Matzneff et Duhamel ne seraient pas des épouvantails finalement?
Bon, on peut le redouter, hein. Je vous avoue que depuis l'affaire Kouchner, vous remarquez d'ailleurs que l'omerta qui frappe mon livre a une signification, c'est-à-dire que personne dans les médias n'a envie de faire remonter à la surface l'existence de ces horreurs en France et pas seulement dans la famille d'Olivier Duhamel. Et réellement, le mouvement qui s'est lancé, qui s'appelait MeToo Inceste, après l'affaire de Camille Kouchner et de son frère jumeau, bon, a provoqué des dizaines de milliers de confessions d'enfants, de filles devenus adultes et de garçons également devenus adultes qui ont confessé avoir été victimes d'inceste ou de viol. Mais maintenant, je crois quand même que le mouvement est lancé, que derrière les associations de défense de l'enfance ne lâchent pas prise et que vont s'organiser justement pour maintenir la pression de façon à ce que dans des cas très précis, là, les jugements soient engagés contre les auteurs de tels crimes. Mais il est vrai qu'on peut se poser des questions quand même sur la pesanteur qui existe encore à cet égard. C'est tellement immonde tout ce qui se passe, notamment en France encore aujourd'hui. Réellement, on peut espérer qu'il va y avoir une action très forte, y compris à l'égard de Franck Lavier, parce que s'il s'avère qu'il est jugé, que c'est acquitté d'outreau, est jugé en correctionnel, c'est-à-dire en 48 heures, au lieu de passer devant des assises, là où il y a le temps d'avoir des témoignages en série, des psychiatres, des psychologues pour témoigner, là on pourra en conclure que réellement l'État n'est pas du tout prêt justement à lutter de front contre la pédocriminalité parce que, encore une fois, l'affaire d'Outreau est un scandale d'État et qui mérite une réhabilitation pour les enfants et qu'on dise également la vérité sur ce qui s'est réellement passé et qui a été occulté par les grands médias. Et on suivra les développements de cette affaire avec attention dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Jacques Thomay. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir invité. Merci d'avoir suivi cet entretien jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, à partager la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. De mon côté, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel entretien.